On adopte maintenant les résultats. On donne d'abord la première occasion à celui qui a exécuté de déclarer les résultats. OK? Et puis après, on vérifie et puis maintenant on atteste le résultat. Et il y a le système aussi des sanctions. Et ça, c'est dans les deux systèmes, PBF comme avec dans le système TEMARC, on a le système des sanctions. Et il y a des sanctions positives et il y a des sanctions aussi négatives. Ça fait, on va vous parler par exemple dans le système TEMARC, des bonus d'efficience, des bonus d'économie du temps. On va vous parler du bonus de sincérité, on va vous parler de la prime d'efficacité. Ce sont des sanctions positives. Et puis on va vous parler aussi de malice. Et les mêmes termes sont utilisés aussi au niveau de PBF. Et la grande aussi des choses pour ces deux systèmes, ça fait que quand vous mettez le système TEMARC en place, il y a toujours la séparation aussi des fonctions ou des responsabilités. C'est-à-dire les gens qui sont chargés de suivi ne doivent pas être les exécutants. Donc il faut vraiment séparer ces fonctions-là pour arriver aussi à la neutralité de l'information, de sorte qu'on puisse juger avec beaucoup d'objectivité. Voilà ce que je pourrais dire en grande ligne. Les téléspectateurs veulent savoir TEMARC, c'est quoi? Le TEMARC, c'est un système, le T c'est temps, T c'est temps, M, moyen, okay. A, activité, R, résultat, et les qui, c'est qualité. OK. Docteur Michel. Merci beaucoup. Moi, je pense que je vais essayer de compléter ce que venait de dire mon collègue Bruno. Il est vrai que le financement basé sur la performance insiste beaucoup sur les résultats. Mais n'oublie pas la création de services, n'oublie pas les intrants. Donc là, c'est tout à fait clair que nous faisons un pont entre ce qui est donné et les résultats atteints. Et je pense que lorsqu'on lance cette approche, la première préoccupation à se faire, c'est de savoir est-ce que nous avons des services en place? Est-ce que nous avons les moyens pour produire les services? Mais comme vous le savez très bien, on ne s'arrête pas à voir si on a des moyens. L'idée, c'est de voir dans quelle mesure ces moyens sont transformés pour atteindre les résultats escomptés. Et là, c'est très important de le souligner. Alors, au-delà de ça, c'est vrai que, comme l'a dit Bruno, il y a plusieurs points de convergence. Je pourrais ajouter à cela la redevabilité aussi. Donc, ce qui est très important dans le cadre du financement basé sur la performance, c'est que tout est fonction de contrat. Donc, on met en place des contrats de performance entre les acteurs et ces contrats insistent sur la redevabilité mutuelle. Ça veut dire, lorsque je signe ce contrat avec l'acteur, l'acteur s'engage à atteindre un certain nombre de résultats. Mais aussi, le principal, essaye de pouvoir apporter les moyens qui sont nécessaires pour produire ces résultats-là. Ça, c'est vraiment un élément important qu'il ne faut pas oublier. Et je crois que la donne qui a été la plus encourageante dans ce système, c'est la transparence. Comme vous le savez, la transparence est un critère très important de la gouvernance. Très important. Et de plus en plus, lorsque nous mettons en phase, n'est-ce pas, cette stratégie, nous insistons sur la vérification. Je crois qu'on l'a dit, mais cette vérification, c'est justement pour se rassurer de la matérialité des services qui sont produits, mais aussi des résultats qui sont atteints. Je crois que vous avez plusieurs cas de figure où, même en RDC, on a montré qu'il y avait des écarts très grands entre ce qu'on déclarait et ce qui était réel. Et donc, la vérification qu'on utilise de manière systématique dans la chaîne de production des résultats permet justement de valider ce que nous sommes en train de déclarer. Et donc, ça, c'est un élément fort qui appuie la gouvernance. Alors, au-delà de ça, je crois que c'est très important d'insister sur l'aspect qualité. Donc, on ne s'arrêtera pas qu'à dire, OK, on a produit des résultats, que ce soit en termes de nombre d'enfants scolarisés, que ce soit en termes d'enfants vaccinés, mais il faudra voir quelle est la qualité de ces résultats. Et je crois que ça, c'est un élément important. C'est très, très important. Et vous allez voir que dans la mise en œuvre du financement basé sur la performance, on fait des évaluations cycliques, pas seulement de la production des résultats, mais de la qualité de ces résultats. Et là, justement, les évaluations qu'on est en train de faire montrent les espaces d'amélioration qu'il faudra identifier pour pousser les acteurs à plus de travail. Donc, pour moi, je crois que le dénominateur commun que je pourrais mettre en exergue tout de suite, c'est justement cette responsabilisation des acteurs. Lorsque l'acteur sait que je suis redevable par rapport à des résultats à atteindre, je crois que le comportement change. C'est un problème aussi de conscience des acteurs. Voilà, donc ça pousse l'acteur à prendre en charge la chaîne de production et à se dire,
voilà, j'ai un contrat, je suis redevable à atteindre des résultats, j'ai les moyens, je dois arriver à tel niveau de cible. Parce que ce qu'on constate, c'est quoi? C'est que même alors qu'on donne des moyens dans les institutions, on se rend compte que ça ne suffit pas pour atteindre des résultats. Mais en mettant des outils comme les fiches T-Mark, comme le financement basé sur la performance, on va au-delà des intrants en poussant la responsabilisation de l'acteur vers un certain nombre de résultats. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'on devra capitaliser comme réforme dans le contexte actuel de la RDC. Merci beaucoup, Dr Michel. Je vois là Newton en train de... Merci beaucoup, Dieudonné. Moi, je vais beaucoup plus m'adresser à M. Bruno. M. Bruno, vous prenez beaucoup plus les systèmes T-Mark. Dans ces systèmes, qu'est-ce que vous avez proposé comme calcul des taux d'efficacité de la gestion des programmes du développement dans votre système T-Mark? Oui, je pense qu'on a utilisé une formule très simple pour se rendre compte si la gestion a été efficace. C'est-à-dire qu'il faut prendre le taux du résultat effectif et le diviser par le taux de dépenses qui ont été engagées. Et en faisant ces petits exercices, vous allez trouver un pourcentage qui vous permet de voir si la gestion a été bonne ou bien si la gestion a été mauvaise. Si vous avez un pourcentage qui est au-delà, on peut aussi arriver à un pourcentage qui est allé au-delà de 100%. Oui. C'est-à-dire, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on a atteint beaucoup de résultats avec peu de moyens. Par exemple, on peut prévoir construire 10 sources avec 10 000 $. Mais la personne se retrouve qu'elle a construit les 10 sources avec 9 000 $. C'est-à-dire, quand vous aurez maintenant à faire ces calculs, vous allez trouver que vous êtes au-delà de 100% dans le taux d'efficacité de la gestion. On a été beaucoup plus efficace, même on était plus efficient, le taux sera plus élevé. Et là, vous êtes dans l'excellence, que vous produisez les résultats à moindre coût. Et là, vous êtes vraiment dans l'excellence. Si vous êtes à partir de 100% jusqu'à 90%, c'est-à-dire vous êtes dans très bien, très bon, donc vous avez mieux géré les moyens qui ont été mis à votre disposition. Par exemple, vous avez prévu construire 10 sources avec 10 000 $, et vous avez, avec 10 000 $, oui, vous avez réalisé les 10 sources avec 10 000 $. C'est très bien. C'est très bien. Si on est au-delà, en dessus, voilà. Qu'est-ce que vous avez prévu? Oui, oui. C'est-à-dire qu'il y a des malus qui accompagnent. C'est-à-dire que si vous êtes en dessous, par exemple, on arrive que vous êtes en dessous de 70%. Dès que vous êtes en dessous de 70%, vous avez déjà le malus d'inefficacité qui doit vous accompagner. Vous n'avez pas été efficace. Il y a aussi le malus d'inefficience qui peut vous suivre. Donc, et là, maintenant, ce sont maintenant des sanctions négatives qui commencent à tomber sur les gestionnaires. Et avec ces sanctions, c'est-à-dire que ça joue aussi un rôle psychopédagogique pour inciter, un rôle incitatif, un rôle pédagogique pour amener les gens à améliorer la production. Et surtout, comme l'a dit mon collègue Michel, donc, accroître le sens de responsabilité au niveau des gestionnaires. Ça, c'est l'élément le plus important. Et je pense que c'est l'élément même le plus important dans la gestion axée sur le résultat. Il faut accroître l'efficacité et accroître le sens de responsabilité. Plus on se sentira responsable, plus on va mieux faire. Voilà ce que je pourrais vous dire. Merci. Ok, merci beaucoup. Mais ici, M. Bruno, vous parlez de l'efficacité des gestionnaires, mais il faut en trouver, hein. C'est ça le problème, les gestionnaires. Ah non, les gestionnaires sont là. C'est-à-dire les gestionnaires, être un bon gestionnaire, c'est un problème de valeurs éthiques. Voilà, ok. C'est un problème de valeurs Mathieu éthiques. Kazadi. Oui, donnez-moi, je reste sur le financement avec M. Michel Lushimba. La question est celle de savoir... Monsieur Michel parle de financement basé sur la Justement, performance. c'est là où je suis. Oui. Quels sont les systèmes mis en place dans le financement basés sur la performance au développement et quelles en sont les divergences? Merci beaucoup pour votre question. Je crois que le financement basé sur la performance opère en termes de composantes. Donc, je vais vous citer très rapidement quelques composantes que nous utilisons comme fonction. Donc, la première fonction du financement basé sur la performance, c'est la contractualisation. Oui. Je l'ai dit,
il y a des contrats de résultats qui sont signés entre acteurs, et ces contrats insistent sur des cibles à atteindre. Et ces contrats sous-tendent la redevabilité. Ça, c'est la première fonction. Je crois qu'on aura, lors des prochaines émissions, le temps d'aller en détail. La deuxième fonction, c'est la vérification. Donc, avant de payer un acteur, on vérifie les résultats déclarés. Et comme je l'ai dit, cette vérification renforce la gouvernance sous le plan transparence. Vous le savez, la transparence, c'est un élément important de la gouvernance. La troisième fonction, c'est l'achat. Qu'est-ce qu'on appelle l'achat? C'est justement cette allocation de moyens pour un service produit. Mais vous allez vous rendre compte que dans le financement basé sur la performance, on fait ce qu'on appelle un achat stratégique. On donne des moyens dans le sens d'inciter l'acteur à produire davantage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si je travaille, je produis des résultats à un niveau 10, ce que je reçois comme financement ou comme moyen, comme récompense, c'est au niveau 10. Si j'ai produit des résultats au niveau 20, ce que je reçois comme récompense, c'est au niveau 20. Et ça crée l'émulation. Ça crée la concurrence entre acteurs de pouvoir aller au-delà de ce que je peux faire. Et justement, c'est cette différenciation qu'on a avec les financements classiques. Est-ce que vous avez parlé aussi de caractère des contrats qui doivent être contractés, si vous voulez bien, dans le financement basé sur la performance? Parce que c'est un problème aussi, le problème des signatures des contrats. Tout à fait. Oui. Donc, je crois qu'on pourra peut-être parler de la contractualisation de manière détaillée pour vous dire comment l'approche est menée. Donc, au départ, ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, il s'agit principalement des contrats de résultats qui donnent des engagements entre les parties. Le principal dit, voilà, moi, je mets à votre disposition 1, 2, 3, 4 moyens, et vous, en tant qu'agent, vous me produirez 1, 2, 3, 4 résultats. Et donc, ces engagements, nous les formalisons dans un document juridique qui justement va sous-tendre cette redevabilité. Et qui doivent être respectés, bien sûr. Respectés, mais aussi évalués. Donc, on va évaluer non seulement les engagements, mais aussi les résultats. Donc, pour revenir à votre question. Mais je continue en disant qu'une autre fonction importante du financement basé sur la performance, c'est le paiement. Donc, ici, on sait que payer, c'est une subséquence qui arrive lorsqu'on a évalué les résultats. Mais le paiement se fait après la vérification, comme on l'a dit. Donc, on ne va pas vous donner de l'argent, entre guillemets, seulement comme un droit. Donc, vous aurez justement l'argent pour pouvoir créer les services. Mais la partie qui vous revient comme rétribution, c'est une partie qu'on vous donne après avoir vérifié les résultats que vous avez produits. Et on vous donne ce financement en fonction du niveau atteint. Et l'autre fonction, pour terminer, c'est la prestation. Donc, la prestation, justement, qui essaye d'encadrer le prestataire à ce qu'il travaille correctement et qu'il arrive au résultat. Voilà un peu les fonctions qui, justement, opèrent ce régime. Mais comme vous avez dit, les divergences, il y en a toujours. C'est que l'avantage du financement basé sur la performance, c'est que c'est un outil qui s'adapte au contexte. On l'a mis en œuvre en RDC, ce n'est pas la même manière qu'on l'a mis en œuvre en Haïti, au Sénégal, ainsi de suite. Même en RDC, un pays avec beaucoup de faces, ce n'est pas de la même manière que nous le mettons en œuvre dans toutes les provinces. Donc, ce qui est important à retenir, c'est qu'en fonction du contexte, en fonction du niveau de la structure, il faut calibrer les outils quand vous les mettez en place. Pour que justement, si par exemple dans une institution, le problème, c'est déjà que les gens arrivent à temps au service, je crois que vous allez mettre un focus sur la ponctualité, en disant, voilà, pour des agents qui vont arriver à temps au service, il y a un bonus qu'on pourra donner. Mais vous allez dans d'autres institutions où cette question n'est pas sur table, vous avez probablement des questions liées au reporting à temps, ainsi de suite. Et donc, vous faites un diagnostic situationnel de l'institution, vous identifiez les faiblesses, et en fonction de ça, vous pouvez maintenant fixer les jalons à atteindre. Okay? Et le financement basé sur la performance va justement vous aider à créer de la responsabilisation auprès des acteurs pour aller dans ce sens-là. Okay. Donc, c'est différent d'un secteur à l'autre, d'un pays à l'autre, mais n'oubliez pas ici que le contexte va dicter la démarche. Mais parce que vous êtes, avant que Mathieu intervienne, parce que je vois qu'il a quelque chose à ajouter, la performance de l'homme congolais, d'où est-ce que vous le placez? Je crois qu'un homme congolais, c'est d'abord un acteur. Et lorsque nous parlons du développement, nous parlons d'un acteur au développement. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, je l'ai dit, d'une part, c'est qu'on est en train de se battre tous pour qu'on augmente les moyens. Et je crois que le gouvernement est en train de faire des efforts en ce sens. Mais d'autre part, il faudrait que ces moyens engendrent des transformations. Et l'acteur est au centre. C'est là où nous insistons sur le sens de redevabilité. J'ai reçu de l'argent du gouvernement, d'un bailleur de fonds, je dois me soucier des résultats.
Deuxième élément, c'est la responsabilisation. Il faut que les gens se sentent responsables du changement. Parfois, on a tendance à croire que le changement, c'est l'autre, alors que tous sont acteurs du changement. Et je crois que le Congolais aujourd'hui doit se placer dans ce paradigme. Je suis acteur du développement. Ce que je reçois, je dois pouvoir travailler en fonction des résultats. Et on doit être au rendez-vous de cela. Vous avez suivi, je crois, avec moi, l'évaluation des objectifs du millénaire pour le développement, une bonne évaluation qui a été faite pour la RDC. Vous avez compris qu'on a fait des avancées, mais le chemin est encore long. Et lorsque vous lisez les conclusions de ce rapport, on insiste beaucoup sur les acteurs. On insiste beaucoup sur le moteur du changement. Et c'est justement tous ces outils que nous sommes en train de développer pour voir comment pousser davantage l'acteur qui est au centre à aller vers les résultats et ne se contenter pas seulement de ce qu'on est en train de faire. Merci. Ça, c'est vraiment d'une part. Et d'autre part, je termine en disant, je crois que avant justement de pouvoir parler de l'augmentation des moyens, il faut d'abord voir comment on gère le moyen qu'on a. Donc si on a 500 $ aujourd'hui qu'on ne sait pas gérer, il ne faut pas d'abord acheter une... Voilà, on va les gaspiller. Donc nous sommes d'accord que nous sommes dans des approches d'efficience. Donc gérer correctement 500 $ va nous aider à bien gérer 5 millions. Et ne pas tout d'abord acheter les voitures et les maisons avant d'attaquer le projet. On peut en acheter si c'est ce qui est utile, mais il faut vraiment être efficient et savoir quel est l'achat à faire pour Merci beaucoup, M. Michel. Mathieu, merci beaucoup. Je voulais revenir un peu à M. Bruno. Qu'est-ce que vous appelez, dans le système TEMARC, l'application dans le système TEMARC? Cela veut dire quoi? Quand on parle de l'application dans le système TEMARC, c'est-à-dire la première des choses, c'est la prévisibilité échelonnée des résultats, des qualités et des moyens correspondants. Il faut toujours se poser la question de savoir, dans un programme qu'on a établi, est-ce que les résultats auxquels on s'attend